Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent Roland de la société Idorsia. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis François Quéjot, je suis responsable stratégique de la solution CDMS au sein de la société Viva. Et on va enregistrer aujourd'hui ce podcast pour discuter de façon plus approfondie sur l'évolution de nos pratiques et de nos métiers autour de la gestion des données cliniques. Ça fait maintenant 20 ans que je connais Vincent, puisqu'on a commencé dans la même société il y a maintenant 20 ans. Je vais te laisser peut-être te présenter rapidement. Merci François, merci de me donner l'opportunité de participer à ce podcast. Vincent Roland, responsable data management chez Idorsia, une biopharma basée en Suisse. Donc je gère des équipes de data managers, de programmeurs et de clinical coders. Et donc comme tu le dis, j'ai débuté au tout début des années 2000, à peu près en même temps que toi. J'étais Clinical Database Programmer à l'origine, donc sur CRF papier. Oui, je me souviens bien, parce que j'avais la chance d'être ton data manager à l'époque. Et donc, en effet, à l'époque, on travaillait donc sur du papier, et une petite révolution est arrivée au début des années 2000, voire même à la fin des années 90 avec l'émergence de l'EDC, qui finalement est encore un outil dont on parle aujourd'hui. Au travers de cette émergence, on a vu des pratiques de plus en plus dématérialisées, de plus en plus digitalisées. Et aujourd'hui, on a, avec des crises comme le Covid ou même de nouvelles approches comme la décentralisation, encore plus de besoins de numérisation et de digitalisation. Donc comment toi, en tant que responsable data management aujourd'hui chez Idorsia, as-tu vu les choses évoluer au travers de ces 20 dernières années ? Voilà, tous les deux, on a débuté, on a vu cette évolution, on a commencé à travailler avec des ICRF, ça a été la première étape de la digitalisation dans les études cliniques. Et ça s'est popularisé, démocratisé ensuite à d'autres systèmes, alors on peut les lister, eTMF, CTMS, eCTD, mais pas uniquement les systèmes, aussi les données, donc les données ePro, eCOA. La digitalisation est en cours. Ça pourra aller plus vite, mais indéniablement, l'industrie pharmaceutique s'est adaptée aux nouvelles technologies. Et on a vu lors de la crise du Covid que tous ces systèmes, toutes ces méthodologies, ces technologies avaient permis à l'industrie de faire face et de pouvoir continuer à garder contact avec les patients, avec les sites et pouvoir conduire les études cliniques, même en temps de confinement. Donc ça a été extrêmement bénéfique pour l'industrie. Tout à fait. Ouais, on a vu justement, en reparlant du Covid, ce qui est assez bluffant, je dirais, c'est que on était dans une période pré-Covid avec de nombreuses possibilités de fonctionnalités à utiliser, type, on avait le DC, mais on avait déjà les ICOA, les iPro qui existaient. Et le switch avec le Covid et le fait d'avoir ce besoin de dématérialisation, de travailler avec des patients qui étaient à la maison, il y a eu un boom dans l'utilisation de ces technologies et de ces applicatifs numériques et digitaux. Et donc, pour rebondir là-dessus, comment, toi, au niveau de la société Idorsia, si on parle maintenant de ta société, vous avez fait cette transition entre, je dirais, le pré-Covid et le post-Covid ? Alors, Idorsia est un laboratoire pharmaceutique relativement jeune, créé en 2017. Dès le départ, la stratégie mise en place au niveau IT a été justement d'aller vers des solutions digitalisées. Pour nous, il y avait des bénéfices évidents à l'époque, donc en termes de facilité de mise en place, en termes d'accessibilité, mais aussi d'évolutivité. Donc en fait, la digitalisation, quelque part, fait partie de l'ADN d'Idorsia. Et donc ça a fait qu'on était prêt lors de la crise du Covid à pouvoir continuer à travailler avec nos systèmes. Et comment, justement, dans ce contexte-là, avez-vous pu aborder des aspects de changement, de change management, potentiellement d'évolution des compétences métiers et quels ont été vos challenges par rapport justement à toute cette évolution du métier et j'imagine des compétences internes? Alors, au niveau des problématiques que nous avons rencontrées, c'est donc la multiplicité en fait, des systèmes qui a fait que nos équipes devaient quelque part devenir experts de plusieurs systèmes différents qui, je dois le dire, manquent un peu d'interopérabilité entre eux. Et donc c'est là où en fait aussi en interne nous avons dû mettre en place des process pour qu'il y ait vraiment une intégration entre les données venant
du CTMS à l'EDC, mais aussi à l'ITMF. Donc voilà, les problématiques que nous avons rencontrées étaient vraiment au niveau de l'interopérabilité des systèmes et devoir former, faire un training de nos équipes sur ces différents systèmes. Ouais, c'est un très bon point. Je pense que c'est l'un des gros challenges, et notamment dans le métier de data manager. On pourra revenir là-dessus un peu plus tard sur comment toi tu vois le métier dans le futur, mais on s'est rendu compte qu'avec cet aspect de digitalisation, il y avait il y a un fort besoin de rapidité d'exécution. Et cette rapidité d'exécution ne peut se faire que si les systèmes se parlent entre eux, si les échanges de données se font de façon fluide et agile, je dirais. Et ça a conduit à beaucoup plus de complexité technique. D'où l'importance dans la réflexion des entreprises pharmaceutiques de se dire, de choisir les bons systèmes et de choisir les choses qui se parlent en fait et qui permettent justement d'améliorer les processus, de gagner en efficacité opérationnelle et de faire en sorte d'être plus rapide dans l'exécution de vos essais. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur une chose en plus, c'est que au-delà du fait qu'on parle beaucoup de thématiques comme par exemple l'intelligence artificielle ou le machine learning ou ce genre de choses, la première des choses peut-être à considérer, c'est d'être encore plus rapide au travers de l'automatisation. Quand on parle de l'intégration, ce n'est pas uniquement de connecter deux systèmes l'un avec l'autre, mais c'est aussi d'avoir au sein même du système des processus ou des fonctionnalités qui vous permettent d'être beaucoup plus rapide. Exactement. Et donc là-dessus, c'est ce qui a beaucoup évolué et changé, aussi dans le métier de data manager. Et justement, pour rebondir sur le métier de data manager, comment toi, on parle beaucoup de la notion de data scientist, tout le monde parle beaucoup du data scientist, mais vous, chez Idorsia, comme vous avez mis en place une plateforme beaucoup plus intégrée, comment les choses ont-elles évolué pour un data manager, pour un DM? Alors, moi, pour le data manager, le rôle du data manager, je vois ça plutôt comme une interface entre une expertise IT et une expertise plus scientifique. Le data manager, pour moi, est la personne qui va faire le lien entre les systèmes et les scientists. Donc, pour moi, je pense que le développement du rôle du data manager, je vois ça plutôt sur un aspect plutôt système que analyse de données. Ce que je comprends, moi, par le terme data scientist, c'est vraiment plutôt analyse de données, plutôt une expertise même statistique au départ. Alors que dans la vision des choses que j'ai, je vois plutôt le data manager devenir un expert système et données. On a parlé donc des ICOA, IPRO. On voit que les études cliniques ont de plus en plus de données en termes de volume, mais des données aussi plus complexes. Donc le rôle du data manager est plutôt de la compréhension de la structure de ces données pour pouvoir les nettoyer, les cleaner, les tabuler, donc le SDTM, et pouvoir donner ces données dans un statut validé et qui est disponible après pour les scientistes ou statisticiens pour analyser les données. Donc le data manager, je ne le vois pas se transformer en data scientist, mais plutôt un expert. C'est un point intéressant parce qu'au travers de pas mal d'associations data management ou bien même de focus group sur le métier, beaucoup de personnes parlent du data scientist et derrière le data scientist, en effet, on met beaucoup de choses. Mais pour revenir à la digitalisation et la numérisation, il y a de nouveaux métiers aussi qui se créent au travers du data engineer, du data curator, même pour la gestion des standards, par exemple, pour nettoyer les données en amont dans les flux. Et ça pourra faire peut-être l'objet d'un autre podcast dans le futur. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir en tout cas que le métier évolue et qu'il y a besoin progressivement de complémenter les compétences de ces profils. Et donc, si on revient à ta société Idorsia et plus général pour un peu reboucler sur ce qu'on disait au départ et sur le monde de l'industrie, comment vois-tu, toi, la relation entre les sponsors et je dirais les third parties qui gravitent un peu autour de notre industrie, comme par exemple les autorités de santé, comme par exemple le régulateur dans sa globalité, mais aussi les fournisseurs de données externes. Comment tu vois évoluer ce monde qui est en plein mouvement là en ce moment? Alors, il y a des initiatives à l'heure actuelle
Donc les autorités de santé ont vraiment une importance capitale à ce niveau-là. L'industrie pharmaceutique est extrêmement régulée, ce qui est une bonne chose. On a vraiment besoin d'avoir plus de synergie entre les autorités de santé et les différents acteurs de l'industrie. Je pense que ça, vraiment, si on peut développer ça dans le futur, je ne sais pas, peut-être un autre podcast sur ce sujet-là, j'aimerais avoir plus d'interactivité avec les autorités de santé pour pouvoir décider des nouvelles méthodologies, des process, pouvoir les mettre en place tout en sachant qu'elles sont déjà approuvées par les régulateurs. Je pense qu'on est dans une industrie qui est en plein mouvement et qui est dans lequel en fait les cloisons sont en train de se casser, parce que si tu étais une industrie qui travaillait beaucoup en silo, je pense qu'entre les différents laboratoires, entre les différentes CRO, Maintenant, il y a de plus en plus d'associations, de plus en plus de forums de discussion, de plus en plus d'interactions avec les organismes d'autorité. Et on le voit bien au travers d'un certain nombre de publications et de guidance, qu'il y a eu une écoute. Pour en revenir par exemple au marché français, même au niveau gouvernemental et au niveau, il y a beaucoup d'initiatives pour pousser le fait de faire des essais de plus en plus rapides, de mettre les médicaments de plus en plus rapidement sur le marché, faire en sorte aussi d'utiliser de nouvelles technologies. Et je pense que c'est réellement un bien d'essayer d'aller de plus en plus vite et de se parler tous ensemble. Et là-dessus aussi, je voudrais rebondir sur une dernière chose peut-être en conclusion, l'importance de créer des communautés. Ouais. Des communautés, mais qui ne sont pas que des communautés sponsors ou des communautés sur les organismes de prestation. Faire en sorte que tout le monde, qu'il y ait une sorte de synergie et d'émulgation pour faire en sorte qu'on essaye aussi de travailler un peu plus de la même façon tous ensemble. Parce que notre industrie a une tendance, notamment au niveau des processus liés à la donnée clinique, à travailler de façon assez hétérogène. Oui. Et avec une évolution des processus qui finalement n'a pas été si grande entre ce qu'on a connu il y a 20 ans quand on a commencé et ce qu'on voit aujourd'hui au travers des nouvelles méthodes et des nouvelles technologies. Tout à fait. Donc en tout cas, ça sera un réel plaisir de continuer potentiellement à faire des podcasts avec toi. Merci. Si je me rappelle bien, il y a 20 ans quand on a commencé, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Et j'espère qu'on n'attendra pas 20 ans pour refaire un podcast. C'est ça. Mais en tout cas, ce fut un réel plaisir. Merci François, merci, c'est partagé.